Salut les solo-rôlistes, les rôlistes, mais également les non-rôlistes. Cette vidéo a mis un petit peu de temps à arriver car en ce moment, j'ai la chance de faire plein de parties de jeux de rôle, mais en multi, ce qui me laisse moins de temps pour explorer le solo. Notamment, j'ai enfin pu jouer à Maléfice, qui est un jeu de rôle qui me fait de l'œil depuis de nombreuses années, et surtout depuis sa réédition. Et là, j'ai le luxe de jouer à une table où nous ne sommes que 3 joueurs, et d'avoir un excellent MJ qui s'appelle Pax, et que je remercie. J'ai également eu l'immense privilège d'être reçu en entrevue par Vieux Geek, que je remercie aussi, mais je m'éloigne du sujet, même si, pour aujourd'hui, on va tout de même rester dans une ambiance plutôt sombre. En effet, suite au petit sondage que j'ai réalisé lors d'un short, vous avez voté et vous avez réussi à porter à égalité les 2 choix qui étaient le Dirty System et Chrysalis, le kit d'initiation. Je vous remercie beaucoup pour vos votes et au moins je constate que vous êtes aussi indécis que moi. Devant cette égalité, j'ai dû choisir moi-même et j'ai opté pour le Dirty System. Alors, dans un premier temps, aujourd'hui nous allons présenter ce Dirty livret. Ensuite, nous allons parler de la Dirty gamme et des Dirty auteurs. Dans un second temps, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne ce Dirty System. Et enfin, on va Dirty analyser comment exploiter en solo ce système et vérifier si ça fonctionne bien grâce à ma Dirty partie d'essai. Et vraiment, mais alors vraiment, si vous êtes sage, à la fin, je vous dirty-lirai un extrait de ma partie pour conclure. Wow. Alors, si vous êtes chaud, c'est Dirty. La Dirty gamme. Dirty System, c'est un système de règles de base de jeu de rôle, mais qui fait partie d'une gamme qui s'appelle Dirty Clean Crew, abrégé en DCC. Et plus que cela, le DCC est un label et un réseau de création, à la fois souple et collaboratif, aux valeurs fortes et engagées. Et je vous invite à découvrir via leur site web, que je mettrai en lien sous la vidéo, ce qu'est ce label et comment il fonctionne. Les fondateurs, qui sont également les auteurs du Dirty System, Linou Major Zero et Cédric Chaillol, sont français et ils proposent toute une gamme de jeux horrifiques prêts à jouer, tels que Orphans ou Biome, pour parler des dernières créations. Tantôt ces livres sont écrits par l'un, tantôt par l'autre, ou même à 4 mains. Et ils utilisent tous leur système original qui est le Dirty System. L'intérêt de ces créations réside avant tout dans la qualité de l'histoire et des personnages prétirés qui sont intrinsèquement liés. Tout est orchestré pour être joué ensemble au travers d'une expérience immersive intense et horrifique. Alors attention tout de même, je rappelle que les thématiques abordées sont réservées à un public averti. Aussi, si vous appréciez les parties de jeux de rôle qui vous prennent aux tripes, si vous êtes friand d'une littérature qualitative, je ne peux que vous recommander de vous pencher sérieusement sur cette gamme et sur ses auteurs. Grand 2, le Dirty System. Revenons au petit livre rouge 100 qui nous intéresse aujourd'hui. Sorti en novembre 2023, il fait 45 pages, format A4, papier glacé, coûte environ une quinzaine d'euros. Alors, que trouve-t-on dedans ? Une table des matières, une préface qui est suivie de l'explication des règles, qui sera accompagnée tout du long par 2
personnages qui serviront d'exemple. Et à la fin, on nous propose 3 amorces de scénario qui s'appellent Conspiration contemporaine, Apocalypse écomystique et Anticipation quantique, avec les personnages déjà préconçus. Et enfin, on termine par les fiches de personnages vierges. Alors, commençons par parler de l'esprit du dirty. Le système se veut simple, adaptable, discret et qui laisse la part belle à la narration. Aussi, les auteurs ont fait le choix de le décliner en 2 versions. Une version méga légère et une version plus complète. Le système est quasiment entièrement diceless, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lancer de dés ou très peu, mais on y reviendra. Alors, quand je dis 2 manières de présenter le système dont une ultra légère, je ne mens pas. Le système tient sur une double page que voilà. Il s'appelle To the Bone, dans les os, donc référence sûrement au fait qu'il représente l'ossature nue de ce système. Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu se joue sans lancer de dés et c'est ce qu'on appelle diceless. Alors, comment qu'on joue si on lance pas de dés? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais de difficulté à affronter? Eh bien non. Votre personnage va posséder des points de compétences, mais aussi des bonus éventuels. Et lorsque l'adversité interviendra, il vous suffira de comparer votre score dans la ou les compétences au niveau de la difficulté. Inclure les malus ou les bonus. Et si vous dépassez ce score, c'est gagné. En revanche, si vous êtes en dessous, le défi est perdu. Petite note et précision des auteurs, les défis, les adversités rencontrées lors de la partie doivent être conséquents. Il faut vraiment qu'il y ait une conséquence négative ou positive, selon l'échec ou la réussite, dans la narration de la partie. Quand on se confronte à un défi, c'est que l'heure est grave dans ce jeu. Et puis à cela, rajoutez que comme nous sommes dans un jeu d'horreur qui fait peur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un dé de tension. C'est un D6. Et suivant le résultat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez obtenir des malus, 1, 2, 3, ou des bonus, 4, 5, 6, qu'on peut imaginer liés au stress ressenti pendant la scène. Après tout, il existe du stress positif qui peut vous booster et aussi du stress négatif qui peut vous freiner. On retrouve également un petit système de blessures physiques qui est graduel, à l'issue duquel on peut obtenir des séquelles qu'on conservera durablement. De la même manière, on retrouve un petit système d'effroi, donc de dégâts mentaux, graduels également, liés à l'horreur de ce à quoi on va être confronté. Et là aussi, on peut se retrouver avec une séquelle qui sera un traumatisme qu'on gardera à vie. Petit exemple avec le système d'effroi. Il faut lancer un D6 pour connaître l'ampleur des dégâts. Imaginons que lors de votre partie, vous assistiez à la vision d'une scène de mutilation, de torture. Dans ce cas, il faut lancer 2 D6. Si le résultat est compris entre 1 et 5, vous êtes troublé. Mais si le résultat monte à 6 ou le dépasse, vous êtes dévasté. En cas de double 1-1,
2-2 ou 3-3, etc. Vous entrez en crise et vous recevez un traumatisme tel que par exemple une phobie liée à un souvenir en rapport avec cet événement. Mais docteur, pourquoi êtes-vous donc si effrayé par les parapluies ? Ça, c'est une longue histoire, Madame Cholet. Et enfin, on a aussi les mécanismes de soins et de soutien psychologique, histoire tout de même de ne pas prendre trop cher et de se remettre de ses blessures. Voilà, c'est fini, on a fait le tour de To the Bone, c'est bon, on peut jouer. J'exagère, mais à peine. Et d'ailleurs, j'étais très contente de me dire qu'avec simplement une double page, le système était intégré. Mais il n'empêche que, évidemment, j'ai été lire et explorer tout le reste du livre. Et cette fois-ci, je me suis donc penchée sur le système, non pas To the Bone, mais In the Flesh. Je suppose qu'on rajoute la couche de chair sur le squelette, et je me demande si un jour il existerait une version Into the Skin. À voir. Après toute cette lecture, qui détaille et complexifie ce que je viens de vous exposer, le petit point que je n'ai pas saisi et compris immédiatement, c'est cette histoire de point de réserve. Je mets une petite réserve sur les réserves. Et oui, car j'ai eu que très peu l'occasion de jouer avec des systèmes qui en utilisent, et je crois que je n'aime pas trop ça, mais bon, ça reste un ressenti assez personnel. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié lors de ma lecture, c'est d'être accompagnée de ce duo de personnages qui donnait l'exemple tout du long. Parce que sinon, je dois bien avouer que j'ai un peu de mal à lire un livre qui ne comporte qu'un système de règles. Arrivé à la fin, j'ai nettement préféré cette fiche de personnage, In the Flesh, car elle est plus grande, qu'on peut prendre la place d'écrire, de s'étaler dessus, mais je dois bien avouer que les petites fiches To the Bone, du coup, sont extrêmement pratiques, puisque d'un coup d'œil, on peut se remémorer son personnage et surtout voir où on en est dans ses blessures. J'ai terminé ma lecture par les amorces de scénario et les personnages qui sont affiliés. Les amorces de scénario, en général, c'est vraiment très très bien pour démarrer une partie de jeu de rôle en solo. Et puis alors là, elles sont vraiment très bien écrites. Peut-être un peu trop. En tout cas, ça m'a un peu intimidée et je ne me suis pas trop reconnue dans les idées qui étaient proposées là. Ça m'a pas parlé à moi. Peut-être que ça vous parlera beaucoup plus à vous, et peut-être que je suis un peu trop impressionnable. En tout cas, lorsqu'est venue l'heure de tester le système, avec une partie, autant vous dire que j'ai préféré opter pour le mode bac à sable, grandeur nature. Vous allez voir, tout ça en partant d'une idée personnelle. Alors, ça a donné quoi ? Grand 3, ma dirty party. Bon, une fois face à moi-même, pour ne pas proposer quelque chose de trop mauvais ou de trop bancal, j'ai préféré partir sur un roman que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai vraiment bien apprécié. Il s'agit d'un thriller qui se déroule en Égypte antique, nommé Le labyrinthe du pharaon de Serge Brussolo. Ce n'était pas le roman du siècle, peut-être, mais je l'ai trouvé vraiment divertissant et bien documenté, et puis il y avait une originalité dans les thèmes qui m'a interpellée. J'ai donc repris à peu près le cadre, à peu près l'héroïne, tout ça pour l'adapter à ma dirty party, que je nommerais Dirty Sound. Ouais, la création du personnage.
J'ai distribué mes points de compétences comme cela me semblait cohérent. J'ai fait un profil très simple avec juste quelques mots-clés. Et je jouerai donc Raïa, une embaumeuse étrangère qui n'est pas originaire d'Égypte et qui est une née. C'est-à-dire qu'elle a un odorat extraordinairement développé, fin et subtil. En ce qui concerne ses attaches, j'ai eu un peu plus de mal à en créer parce que ça ne collait pas très bien avec mon personnage et puis je me suis dit que j'avais envie de laisser venir les PNJ à mon histoire pour les construire. Évidemment, en multi, on ne ferait peut-être pas comme ça, mais là c'était nettement plus cohérent avec ma façon de jouer en solo. Donc ça m'a pas pris bien longtemps de créer mon personnage parce que j'avais déjà le concept en tête et pour le calcul des points, ça a aussi été très simple. Il faut répartir 35 points de compétences, faire une petite addition pour connaître son initiative et puis voilà, c'est fini. Alors, moi ça faisait un moment que j'avais pas joué, en tout cas que je n'avais plus écrit. Et je me suis surprise à avancer assez rapidement dans le récit. Très tôt, je me suis demandé à chaque fois si ça valait la peine ou non de lancer un défi à mon personnage, si c'était vraiment nécessaire. Dans le livre, on explique que c'est plutôt à l'appréciation du MJ et que les répercussions sont importantes. Mais bon, puisqu'il fallait tester le système et que j'en suis à ma propre appréciation, j'ai donc lancé les premiers défis. J'ai également eu de la chance dans ma manière de tirer les cartes et dans l'utilisation de l'oracle. Les dieux du jeu de rôle étaient avec moi et très naturellement mon histoire a découlé et je me suis engouffrée dans une enquête où les successions d'idées fonctionnaient particulièrement bien. Au final, j'ai pu avancer sans la moindre difficulté dans mon aventure. Le côté d'Ice Slice m'a pas mal rapproché d'une expérience de journaling. Je ne suis pas très branchée journaling, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, et j'ai compensé cela en utilisant certainement plus que d'habitude l'oracle et les cartes. Ça m'évite d'avoir l'impression d'être en train d'écrire un mauvais roman, et mon rythme a été également un peu plus lent. Un peu plus lent et entrecoupé, non pas à cause du système, mais parce que je m'engouffrais dans une Égypte antique, mortuaire, pauvre et mystérieuse, dont je ne connaissais que très peu de choses, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur la vie quotidienne des habitants de l'Égypte antique, entre autres, et ça m'a pris pas mal de temps. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous proposer une vidéo qui parle de culture et de jeux de rôle, mais je m'éloigne de mon sujet et nous n'en sommes pas là. J'ai utilisé de nombreuses musiques d'ambiance. Ça m'a permis de m'immerger. Et j'ai l'impression que j'en utilise de plus en plus, même si parfois ça me déconcentre et que j'évite toute musique contenant des paroles ou des mots. Alors, est-ce que j'ai rencontré l'horreur? Est-ce que j'ai vécu des choses intenses pendant ma mystérieuse enquête? Eh bien oui, évidemment, puisque c'était tout de même là le but premier de cette histoire. Alors, évidemment, les arcs narratifs, la trame, l'histoire, il n'y a pas eu de gros rebondissements, de grandes révélations, ça n'a pas été cousu et prédéfini à l'avance, mais je me suis tout de même beaucoup amusée. Pour résumer, j'ai donc apprécié de jouer cette aventure en la motorisant avec le Dirty System qui a rendu cette expérience à la fois fluide et qui a su apporter sa petite touche de tension. Pour jouer des aventures horrifiques et aussi contemporaines, ce système est beaucoup plus simple par exemple qu'un chronique oubliée contemporain et je pense donc l'utiliser beaucoup plus souvent pour mes parties sur le pouce. Conclusion. Le Dirty Clean Crew est un label de jeu de rôle
engagé qui a produit son propre système pour de l'horreur, pour de l'ambiance narrative immersive. Le système fonctionne parfaitement en solo. Il rend les récits fluides et incisifs, que l'on joue du contemporain ou non d'ailleurs. C'est une boîte à outils, voire même un petit fascicule, un manuel, comme une notice. Simple, déclinable sous plein de versions et facile à mettre en place quand on préfère se concentrer sur l'histoire plutôt que sur le système. Amoureux de narrativisme et d'angoisse, je ne peux que vous le recommander chaudement. Et pour se quitter, je vous propose de vous lire l'introduction de ma partie solo en Égypte antique. Bon voyage et que les dés vous gardent. Mon ouvrage funéraire, ouvert devant moi, dégage une odeur difficilement supportable. Dans la fraîcheur souterraine de la maison mortuaire de Nekada, devenue si familière ces derniers mois. La lumière de la lune donne au flanc incisé du défunt de curieuses aspérités. Je dois le purifier de l'intérieur. Alors que j'empoigne une poignée de plantes aromatiques, le mort se redresse sur sa table et sa mâchoire claque. Je me recule, horrifié, et hurle. Pour une raison inconnue, je me retrouve seule à travailler cette nuit et personne ne pourra venir à ma rescousse. Je m'apprête à fuir lorsque le défunt me saisit à la gorge, m'empêchant de me dérober. Je sens ses os froids se refermer sur mon cou, le bruit de ses métacarpes s'entrechoquant alors qu'il durcit sa poigne. J'essaye d'appeler à l'aide, mais la puissance implacable qu'il exerce sur moi empêche le moindre filet d'air d'exhaler entre mes lèvres. Je l'entends râler d'une voix rauque et sifflante, tel le vent du désert. Toi aussi, tu viens avec moi dans l'au-delà. La tête me tourne, les odeurs de pourriture infectes prennent le pas sur mes autres sens. La nausée vient me cueillir avec un puissant haut le cœur alors que je suis sur le point de perdre connaissance. Je me réveille en sueur dans mon lit, ma chemise de nuit trempée, incommodée par ma propre odeur. Un mauvais rêve. Je me lève pour observer l'animation des rues par la fenêtre. Les senteurs nauséabondes m'agressent les narines, mais heureusement, je perçois d'autres fragrances lointaines, aux notes plus douces. Bien que mon éducation ne me permette pas de nommer chaque plante et chaque épice, je reconnais leur parfum musqué, chypré, poivré. Les effluves se font plus fortes à mesure que l'heure du marché approche. Et aussi, je ne tarde pas à me préparer pour me rendre à ma journée de travail.